Aujourd'hui, on va continuer à parler d'une autrice, jeune autrice, peu de livres. Je viens de lire le deuxième. J'espère qu'il y aura des suites littéraires. Pas forcément des suites à ça. Et en même temps, vu que les livres sont toujours un peu graves, je ne sais pas si je souhaite cette suite dans les idées. Mais superbe, impeccable, on y va. J'ai déjà parlé de Mathilde Forget pour parler du livre À la demande d'un tiers qui est son premier livre. Aujourd'hui, je voudrais parler de son deuxième livre, De mon plein gré, qui n'est pas franchement plus marrant, que j'ai aussi en poche. Merci maman qui me l'a offert à Noël avec Alice Coffin, Le gaslighting d'Hélène Frappa et Laure Murat, Proust un roman familial. Donc voilà, vous connaissez les sujets qu'il y aura à un moment ou à un autre sur la chaîne. C'est joli d'avoir les deux. Tac, tac. C'est hyper bien, c'est quand même aussi hyper dur, donc évidemment trigger warning absolu, plutôt du côté violence sexuelle interrogatoire, on va dire en gros, et d'ailleurs ça a été, je crois, reconnu comme hyper bien. Je vois Delphine de Vigan en citation derrière, c'est peut-être la patte de Mathilde Forget, savoir aborder les sujets les plus graves avec une légèreté qui n'appartient qu'à elle. Je n'ai jamais lu ça ailleurs, je suis assez d'accord. Bon, après les autres citations m'intéressent moins, je préfère parler du livre. Et la quatrième est pas non plus géniale, parce qu'elle va aller du côté d'une interrogation, et ça me paraît un peu plus complexe que ça. De mon plein gré, alors c'est étonnant comme les deux se répondent en fait en niveau de titre, c'est-à-dire que ce sont des titres mentions, donc plutôt des titres thématiques, mais qui finalement ont aussi, par leur connotation, comme ce sont des mentions, ce sont des citations de formules que l'on connaît, à la demande d'un tiers, hospitalisation d'office à la demande d'un tiers. Bon. Et donc en fait, on voit que ce sont des découpages de formulations administratives en fait, et de mon plein gré à quelque chose plutôt de la locution, mais aussi avec un emploi un peu administratif. Et donc on a quelque chose de l'ordre comme ça, du grand, du petit, qui peuvent... je n'ai même pas envie de dire entre un dialogue ou se répondre, parce que c'est pas exactement de ça dont il s'agit. Mais en tout cas, entrer en résonance peut-être plus, comme les chocs peuvent faire résonner. J'ai l'édition du livre de poche, parce qu'il faut dire ce genre de choses. On est chez Grasset et Fasquelle 2021. Et je sais pas combien il coûte parce que c'était un cadeau. Mais c'était... Alors, de mon plein gré, moi c'est comme d'hab, on part du titre. De mon plein gré, voilà, une locution qui va donner un peu l'idée d'une autonomie, d'une volonté, voire d'un désir. Et évidemment, c'est aussi un peu de ça dont il va s'agir, pas exactement comme dans le consentement, mais c'est quand même pas si loin. À mon avis, c'est beaucoup plus fin que dans le consentement que j'ai reparcouru, mais le consentement fait encore autre chose, de Vanessa Springora. Et d'ailleurs, je sais plus tellement ce que j'en disais à la sortie du consentement, mais j'en avais fait une vidéo très rapide. Enfin, très rapidement, pas la vidéo, elle était longue comme d'habitude. Et là, le livre, il y a quelque chose en fait d'emblée paradoxal et contradictoire entre la locution et l'expression de la première personne, et ça dès le titre. Et finalement, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de cette contradiction, et peut-être, j'allais dire du jeu, mais du jeu dans le sens mécanique, où va plutôt y avoir un hiatus. Et j'aimerais vraiment écarter la dimension ludique de ça, et je suis assez d'accord sur la légèreté signalée par Delphine de Vigan, mais absolument pas sur l'idée que cette légèreté pourrait amener quelque chose de ludique, ce que ne dit pas la citation, mais ce que pourrait laisser entendre la métaphore du jeu si on l'enlève de son contexte mécanique. Moi, je veux dire, voilà, il y a du jeu, ça n'a pas vraiment ensemble. Et voilà, là, il y a quelque chose... c'est une locution prépositionnelle qui peut avoir une fonction circonstancielle, de mon plein gré, se déplacer, et qui est censée en fait caractériser autant une parole qu'une action. Enfin, aussi bien, qui peut caractériser ou s'appliquer aussi bien à une parole qu'à une action, pour autant que les paroles soient des actions. Mais voilà, qui va nous faire entrer dans ce contexte discursif très étonnant de la prise de plainte, du dépôt de plainte. Et je pense qu'il faut commencer par le début, puis je vais aller piocher des moments, puis on verra où ça nous mène. Mais voilà, il y a ça, en fait, où on se rappelle du Alain sur mon plein gré qui montrait, je crois que c'était un cycliste, ou c'était je sais plus si c'était un cycliste ou quelqu'un de la télé-réalité, mais pour moi, c'est un peu la même chose, à peu près aussi inintéressant. Je suis désolée pour les gens qui aiment ça, mais moi, vraiment, ça rentre pas dans
dans les choses qui suscitent mon intérêt. Mais dans tous les cas, là, on va avoir quelque chose de l'ordre de quelque chose qui est en train de se passer, de se dire, de se faire, et qui est censé parler de quelque chose qui vient de soi, mais étrangement, les mots ne sont pas ceux d'un soi ou d'un fort intérieur ou de choses de cet ordre-là. C'est un livre qui est dédié à Sol et Marcia à Clémence. Et c'est très beau. Et qui a une épigraphe qui est mise en exergue. Comme un chien, dit-il, c'était comme si la honte devait lui survivre, le procès Franz Kafka. Et donc là, finalement, on a déjà, par l'origine de la citation, comme la confirmation d'un contexte originel de la locution, en termes, on va dire, globalement, l'impression juridique, elle se confirme par un livre qui parle du procès, et la dissociation paradoxale que l'on peut trouver dans la reprise du vocabulaire juridique, elle est comme confirmée, ou le hiatus, ou cette espèce de décalage, par, je vais dire par Kafka, parce que Kafka, d'une certaine manière, est un peu l'écrivain emblématique, pas exactement de la dissociation, et quand on dit des décalages, c'est peut-être un peu trop vague, on va peut-être essayer d'aller voir, mais en tout cas par cette espèce de dissociation. Alors, je me méfie toujours de ce mot de dissociation, parce que c'est un mot psychologique, et c'est bien ce que je veux dire, et en même temps, je ne voudrais pas que ça ne dise que cela. De l'ordre de la psychologie, etc. Et là, moi, il me semble en fait que c'était comme si la honte devait lui survivre. Il y a quelque chose de l'ordre d'un dépassement de soi à soi, ou d'un dépassement de soi par ce qui va être envahissant, alors qu'en fait, ça devrait venir de soi. Ici, la honte. On peut penser aussi à la vergogne, qui est une honte qui a disparu, et qu'on retrouve dans la locution sans vergogne. Mais... alors, d'un point de vue, on va dire, de SHS, de sciences humaines, d'histoire, de sociaux, etc., c'est quand même très intéressant parce que c'est finalement, ça nous montre bien, ou ça nous rappelle plus exactement, parce que j'ai clairement pas d'une démonstration ou d'une preuve, que les émotions, elles nous sont à la fois très intimes et très personnelles, et qu'en même temps qu'elles nous font, et elles sont elles-mêmes modelées par la société, et en particulier le sentiment de honte, qui est un des plus durs. Alors qui n'est pas le plus dur, mais qui est vraiment peut-être un de ceux qui a la plus grande jonction entre la société et le soi, et peut-être que la honte, mais là moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des émotions, donc prudence dans ce que je raconte, mais j'ai un peu la sensation que la honte, hop, ça c'est que je dois mettre dans le sac pour partir demain, hop, la honte c'est aussi le moment où le jugement social est intériorisé. Et là, on voit cette espèce de séparation, de paradoxe, de décalage, qui se retrouve aussi ici comme incarné par la désincarnation, comme si la honte devait lui survivre. C'est-à-dire finalement, comme si ce genre d'émotion était plus fort que nous. Et donc vraiment le livre se trouve mis sous le sceau de cette honte très très étonnante dans cette espèce d'incarnation-désincarnation, c'est-à-dire qu'elle est elle-même douée d'une autonomie qui finalement désautonomise ou aliène la personne qui subit cette honte. C'est beau, Donc là, on est en 2021, je reprends ça, Franz Kafka. Voilà. Et ça va commencer, en fait, cette espèce de clivage. Et ça aussi, c'est un mot qui est trop psychologique. Et moi, je voudrais pas rester dans le psychologique, mais vraiment dans l'énonciatif et le discursif. Donc, comment c'est écrit, va arriver des Minkipit. Je me suis livré à la police moi-même. J'essaie d'enlever la crasse coincée sous mes ongles, mais c'est compliqué. Il en reste toujours un peu, il me faudrait une fine lame comme la pointe de mes ciseaux en acier, se ranger avec ma brosse à dents sur l'évier de ma salle de bain. Mes ongles sont suffisamment longs pour se salir, mais trop courts pour m'aider à racler cette terre. Il faudrait que je me lave les mains, je veux me laver les mains, non ce n'est pas ça, l'idée ne vient pas de moi. En ce moment, je ne pense pas à ma saleté, comme à un problème. Ça m'occupe, c'est tout. Mais en entrant dans le bureau, l'un d'eux s'est adressé à moi. Là, on a un tour à la ligne et ça passe en italique avec un retrait. Vous pouvez aller vous débarbouiller si vous voulez. Et avec un retour à ligne à si vous voulez, mais pas de majuscule. Sur le moment, j'ai poliment refusé.
Puis je n'ai pensé qu'à ça. Sans la fine lame de mes ciseaux, la crasse ne fait que se déplacer d'un ongle à l'autre. Celui qui se nettoie se retrouve à son tour noirci. Je n'ai jamais utilisé de coupe-ongle. Le fait que le morceau sectionné soit projeté je ne sais où me pose problème. Je pourrais utiliser l'angle plastifié de mon permis de conduire qui se trouve dans mon portefeuille, mais il n'est plus dans ma veste. Mes poches sont vides. En observant cette trace marron clair sous mes ongles, je repense à la phrase « Vous pouvez aller vous débarbouiller si vous voulez ». Et en associant les deux, c'est devenu une obsession pour moi. De l'eau, du savon et de la mousse de leur rencontre. Car il me l'avait proposé. Car s'il me l'avait proposé, c'est que je devais en avoir besoin. Je dois en avoir besoin. J'en ai besoin. C'est vrai, c'est assez dégueulasse toute cette merde sous mes doigts, au bout de mes doigts. Il faut que ça parte. Et c'est sous les ongles. C'est moi qui fais des lapsus, excusez-moi. Je redresse la tête et avale un peu de salive pour éveiller mes cordes vocales engourdies et je leur demande si je peux aller me laver les mains. En souriant et calmement, ils me répondent que ce n'est plus le moment. J'aurais dû réagir plus tôt et accepter leur proposition. J'ai été trop lente, je regrette, mais le temps que ma tête se baisse à nouveau pour fixer mes pieds, je n'y pense plus. L'envie me passe, peut-être parce qu'elle ne venait pas de moi au départ, ce n'était pas viscéral en italique. Au fond, certainement, je m'étais sentie sale seulement parce qu'il avait supposé. Il suppose, donc je suis. Et après, là, on va avoir un saut de ligne et qui va reprendre avec « Je me suis livrée à la police moi-même », qui est en fait comme un genre de leitmotiv qui va quand même structurer le bouquin. Qu'est-ce qui se passe quand on commence un livre comme ça ? Je pense qu'on peut être un peu perdu et ça va amener vraiment... On se heurte finalement à une forme de décalage énonciatif et ontologique assez permanent qui finalement, paradoxalement, n'enlève pas l'empathie mais va donner énormément d'empathie pour cette voix narrative qui parle et qui est incarnée et donc pour le moment qui est d'autant plus incarnée qu'on a le bout des doigts, qu'on a la saleté, qu'on a des choses comme ça et la situation. On sait d'emblée qu'il s'agit d'un personnage, on va dire, féminin par l'accord, je me suis livrée et eux. Mais on a très peu de choses, donc ça ouvre par un jeu, par un sujet, mais ce sujet, on va comprendre qu'il est vraiment mis en tension, si on reprend des mots extrêmement clichéiques, et ça, moi, juste sur cette espèce, si on fait vraiment l'explication de texte, juste sur ce moment, le cliché, il est d'autant plus mis en tension qu'ils supposent, donc je suis. Et en fait, on n'a pas ici une définition du sujet comme venant de l'intérieur, façon Descartes, Là, on a plutôt un jeu avec des citations, alors des mentions, c'est pas forcément un jeu de citations en mode grande culture, mais plutôt sur, comme chez Nathalie Sarraute, et pas l'un d'autre, comme des mots, alors je pense au mot fardeau dans Enfance, il y a quelque chose qui est là, qui travaille le texte et qui travaille aussi l'identité. Donc, de la personne narrative se définissant ici comme un sujet énonciatif et dont l'énonciation en fait peine à être et se fait peut-être par le discours d'autrui. Et des discours d'autrui qui peuvent être très variés. Hop, on se rappelle la locution, et l'espèce de difficulté à s'autosaisir et à être le sujet de sa propre voix, en fait. Et ça, on l'a dès le début, et notamment avec cette phrase qui va devenir un leitmotiv, « Je me suis livrée moi-même », qui est d'autant plus congruente ou discongruente quand on entend aussi le mot « livre » dans « livrer », mais ça, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin sur ça. En tout cas, moi, ce que je retiens là, c'est qu'on va avoir, par la construction pronominale du verbe « se livrer », il y a quelque chose de très étonnant qui fait que le sujet grammatical est aussi l'objet. Et qu'en fait, il s'auto-aliène en quelque sorte par cette espèce de livraison à la police et cette auto-aliénation, cette auto-objectification va passer par la question de la culpabilité, qui va être là aussi hyper présente pour dire voilà, je suis coupable. Parfois, le coupable vient sur place. Et cette culpabilité, elle est faite de questionnements, globalement sur le consentement, mais ça va pas être aussi au premier plan que par exemple dans le consentement de Vanessa Springora, ça se construit un peu différemment. Et ça va se passer aussi avec donc
ce sentiment de honte. Et ce que je disais tout à l'heure sur la honte comme écrasement, dislocation, fragmentation d'un sujet. Et là, finalement, c'est comme si la honte devenait une culpabilité, parce que la honte, c'est un sentiment de culpabilité, et même sur des choses dont on est ou dont on n'est pas coupable. Avec cette particularité que les violences sexuelles sont fortement remises, sont parmi les rares moments où on est victime de violence et dont on va avoir honte. Voilà. Et dont on peut porter une culpabilité, et tout est fait pour qu'on porte cette culpabilité. Et c'est très étonnant le sentiment de honte et d'humiliation que l'on peut avoir au niveau des VSS. VSS, violence sexiste et sexuelle. Et ça, c'est un peu tout ça là qui se met tout ensemble, et on va avoir l'impression d'une voix qui n'est pas du tout une voix blanche, mais qui donne aussi cette impression d'une désincarnation, et paradoxalement, au moment où il s'agit de corps, mais d'un corps qui semble ainsi mis à distance. Et ça va se focus sur donc, les ongles, et on comprend que la question de la crasse sous les ongles, elle est ramenée à une saleté qui n'est pas sentie, mais qui est désignée. Et ces désignations, on va vraiment les voir par les citations, avec en fait le processus de citation des traitements de texte, et qui vont... C'est comme si on en suivait le parcours. On se rappelle l'innamoramento, c'est-à-dire l'amour au premier regard, paf, paf. Donc ça, c'est quand on tombe amoureux, c'est quelque chose au XVIe siècle, hein, enfin dans les théories néoplatoniciennes du un peu 15e, 16e siècle en France, en Italie, bon évidemment c'est italien au départ, l'innamoramento, ça peut reposer sur toute une théorie physiologique avec l'idée de boum, on a l'œil de l'amant, pas de l'aimant, de l'amant qui est errant, et boum, il rencontre l'œil de la dame, l'image de la dame se grave dans l'œil, et va atteindre le cœur de l'amant en passant par la circulation sanguine, les humeurs, etc. Et finalement, c'est un peu comme si, là, attention, je fais une analogie, hein, je ne dis pas que c'est ce qui est dans le texte, au niveau de la voix narrative, mais les citations, les locutions, etc., vont devenir des espèces de repères de cette voix narrative. Je ne dis pas que la voix narrative, sans cela, serait perdue, mais en tout cas, c'est ce qui prend la place pour la voix narrative et qui devient en premier plan, et qui, par ses voix extérieures, va l'amener à elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle se trouve, ou que c'est du développement personnel, ou que c'est heureux. Mais ça veut dire qu'elle n'a accès, ou qu'elle ne se saisit elle-même, que par cette auto-objectification et cette médiation par les discours d'autrui, qui soient directement administratifs, locutionnels, ou directement dits par, ici, donc, on comprend très vite, les questions policières. Et ce que l'on va avoir dans cette question de saisissement, où tout est au présent de l'énonciation, ce qui va nous amener in medias res. Donc on est vraiment en train de le vivre, et on se sent éventuellement aussi perdu en empathie, mais une empathie qui, on le voit, hein, est complexe, parce qu'on arrive avec une première personne et du présent de l'indicatif. Et ce n'est pas ici un présent, par exemple, vérité générale, présent étendu, etc. C'est du présent d'énonciation. Donc c'est comme si c'était écrit au moment où c'est vécu et raconté. Et ça, c'est super beau, en fait. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et avec, tout cette espèce de dilatation du temps sur ce qu'il faudrait pour pouvoir, donc en fait, globalement, se curer les ongles, le ciseau, etc. Une description de ce qu'il n'y a pas, et qui est de l'ordre du familier, et qui paraît très discordant. Ça n'a pas l'air d'aller ensemble, d'avoir cette question de crasse d'un côté, de rappel d'une familiarité de l'autre, et en même temps, on va avoir progressivement des retours à cette familiarité, notamment à l'appartement, qui est lui-même envahi par la police, etc. Et donc on va avoir petit à petit cette question de elle est coupable, est-ce qu'elle est vraiment coupable, elle serait plutôt victime, en gros. Mais ce n'est jamais raconté comme une enquête, c'est plutôt saisi, voire subi, directement depuis le processus de l'interrogatoire, comme si ce qui faisait événement n'était pas l'événement, mais le moment de l'interrogatoire. Et donc ça déplace complètement quelque chose, et ça dit, à mon avis, de façon probablement plus crue et plus difficile, que le quelque chose, il se vit depuis un autre
depuis un autre lieu qui va être celui du commencement d'un après. Parce qu'en plus, là, l'interrogatoire, il vient très très peu de temps après. On a quelques éléments ensuite qui vont permettre de reconstituer ce qui fait événement, mais qui finalement fait non-événement et qui va être approché par ces fragments. Et comme s'il n'y avait que ces fragments, exactement comme le fait la police, sauf que la police, elle va faire entrer dans une narration plutôt de l'ordre événementiel, alors que la reconstitution ici, elle se fait de l'ordre du fragmenté et de quelque chose qui ne peut pas être une enquête, puisqu'on n'est finalement pas dans une narration à proprement parler, on est dans un saisissement. Je suis assez contente de mon saisissement. Je vais essayer de retrouver une citation que j'ai beaucoup aimée, notamment, une citation, un passage, c'est moi qui en fais une citation. Parce que finalement, la structuration globale du récit, elle se fait autour de cette enquête, avec des éléments très différents de ça, c'est absolument pas chronologique. En fait, c'est un peu comme si on avait un dossier complet, pas comme un phone footage complètement, où là on n'aurait que le dossier d'enquête et à nous de voir. Le phone footage, c'est la fiction du manuscrit trouvé en littérature, ou ces films dont on aurait retrouvé les bobines, par exemple Blair Witch Project, et il y en a d'autres. C'est un genre qui m'intéresse énormément. Et là, c'est pas exactement ça, c'est pas comme si on avait que l'interrogatoire de la police, c'est qu'on a que l'interrogatoire de la police et des saisissements sur un moment-là, alors que le reste semble effacé ou vient au moment des questions. Et en tout cas, en tant que lecteur, lectrice, lectrice publique, on n'y a accès qu'au moment où c'est ressaisi, restitué, de façon en permanence inadéquate et éventuellement suspecte par la personne. J'ai noté page 34. Ma parole est aussi bouleversée par les précisions qu'il me demande de faire, sans noter dans le procès-verbal que je les ai faites à sa demande. En lisant les témoignages dans d'autres affaires, je constate que certains récits semblent régulièrement passer du coq à l'âne à cause de ça. 2 points et une nouvelle citation italique. Mais sans saut de ligne, donc c'est plutôt inséré dans son discours à elle, à cette voix narrative. Tous les mardis, je vais chercher ma fille au collège aux alentours de 15h45. Elle est en 6e. Son père et moi sommes séparés. La boîte à gants n'a pas de serrure. J'ai arrêté la compétition assez tôt. Je n'aimais plus le patin. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça va... Est-ce que c'est inventé? Est-ce que ça vient d'autre chose? Je n'en ai strictement aucune idée. Mais ça va vraiment donner cette impression de choses effectivement, qui sont faites de rupture et de coq à l'âne, parce qu'effectivement, il y a un effacement qui est celui du questionnement. Et c'est précisément cela, d'ailleurs, qui est visé généralement au moment quand on parle des dépôts de plainte, en plus évidemment de ce qui n'est pas fait, des plaintes et de ce qui en est fait. Mais c'est ces questions-là qui sont clairement pas faites pour réparer. Bon, ça, moi, ça me semble normal, c'est-à-dire que c'est fait pour mener des enquêtes. Mais en fait, ça crée vraiment des effets de grande étrangeté, et notamment sur cet effacement qui va provoquer les récits. Et donc, en fait, on a une fiction d'autonomie, de mon plein gré. Au niveau du récit lui-même, je me suis livrée moi-même à la police, et peut-être pas seulement. La question, ça va pas être uniquement le à la police du départ, ça va être ce décalage-là. Donc, un agresseur, etc. Mais finalement, la question, c'est assez peu la personne en question, l'homme en question. Les interrogatoires sont des dialogues dont certaines répliques ont été effacées, donnant alors au discours de l'interrogé, au masculin, une allure pas nette de gueule cassée. Je chipote, je sais, mais l'affaire est criminelle. Les mots sont importants, le procès est verbal. S'il avait sa main dans votre bouche, il ne vous tenait pas. Je pourrais mettre mon poing dans la bouche du major et lui demander son avis. C'est souvent dans les situations les plus intrigantes que l'on n'ose pas poser de questions. À quelqu'un qui ôte son pull, je peux dire « Tu as trop chaud !» Mais au major, je ne dirai jamais « De quoi suis-je capable, déjà ?» En fait, l'incompréhension et le ressaisissement au sein de l'incompréhension même des questions et de ce qui est en train de se passer, par rapport à aussi l'incompréhension sur ce qui s'est passé avant. Et ce sont des incompréhensions qui se répondent, mais qui ne sont pas les mêmes. S'il avait sa main dans votre bouche, il ne vous tenait pas. Et là, on voit comment la citation, la mention dans le texte, et c'est vraiment présenté comme citation par saut de ligne, retrait italique,
lance quelque chose du l'ordre de leitmotiv, de la hantise, de la réflexion, du ressassement, voilà, qui va aussi être structurant, mais aussi un peu structurant. Et donc, en fait, les fils de la narration de l'ensemble du livre, ils vont se jouer sur cette question voilà, du saisissement par la personne qui raconte, par la femme qui n'est pas ici la femme agressée, qui est la femme dans le dépôt de plainte et dans l'interrogatoire, mais un interrogatoire qu'on lui fait subir comme si elle en était elle-même coupable. C'est aussi ça qui est en train de se dire. Et avec cette question d'une culpabilité, qui peut aussi être la question qu'elle se pose elle-même. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de honte. Mes doigts sont dodus, peu élégants. Je ferme mon poing et les os des phalanges proximales tirent sur la peau, faisant apparaître 4 boules osseuses que l'on utilise parfois pour connaître le nombre de jours du mois en cours. Dans les creux, 30 jours, sur les os 31 pour le mois en cours, octobre, sur un os. Je mets une main dans ma bouche, je mets ce que je peux. En gardant le pouce à l'extérieur, je peux engloutir jusqu'au mois de février. De la bave commence à couler le long de mon menton, s'échappant de ma lèvre inférieure, quelques gouttes atterrissent sur mon autre main. Resté sur ma cuisse, en poing serré, le major me regarde, mal à l'aise, puis retourne à son écran et passe à la question suivante. Et donc là, on comprend qu'il y a un moment qui a l'air d'être de l'ordre de la vérité générale et de l'explication sur comment je peux mettre un point dans ma bouche, et des explications qui ont l'air là aussi complètement discordantes, mais on sent, hop, que l'on a en fait comme une dérivation à partir d'un thème initial, avec le retour brutal à la vérité, à la réalité du présent de l'énonciation, et c'est discordant, et cette discordance, on le voit avec le malaise. Toute la construction du policier aussi va passer sur ce major que l'on ne va pas trop comprendre. Alors on a... voilà. Et donc tout le texte fonctionne sur ces discordances aussi de texte, avec des moments de citation. Là j'en prends une page ensuite, donc nous sommes page, là il n'y a pas de numéro 37, avec un changement de police. Alors moi j'arrive pas à les reconnaître comme ça les polices, je suis désolée. Constatons la présence d'une trace, guillemets, hématome au niveau du cou, côté droit. Précisons prendre un cliché photographique de cette trace, cliché qui fera l'objet d'un placement sous cote judiciaire. Et donc finalement là, ce qu'on a, c'est là les moments footage, les moments fiction du manuscrit trouvé, qui en fait sont les pièces à conviction, qui sont ces moments où ce n'est pas la voix narrative qui parle, c'est peut-être elle qui lit, on ne sait pas, et ça va s'intercaler. Et donc ça va amener cette espèce d'ensemble qui égare. Et donc on a d'un côté quelque chose de l'ordre d'un saisissement, mais ce saisissement est aussi une sidération, parce qu'on a aussi un égarement dans cette fragmentation complète des événements, de la narration, de la chronologie, mais aussi des discours. Par exemple, plus loin, donc je suis page 49, question, y avait-il des traces de lutte quand vous êtes arrivé dans son appartement? Vous êtes arrivé, là c'est un dialogue, c'est pas la voix narrative. Hein. Réponse, je n'ai pas vu de traces de lutte. Question, comment se comporte-t-elle avec les garçons? Réponse, je ne sais pas, j'étais en couple avec elle auparavant pendant 1 an, je peux juste vous dire qu'elle préfère les filles. Et donc on comprend que c'est une fille qui parle, et on ne sait pas tellement de quoi il s'agit ici, mais ce que l'on va avoir, en fait, on comprend, c'est le témoignage d'une personne tierce sur la personne qui parle. Et donc, est-ce que c'est ce moment-là on a à un moment une bascule. Alors, avant, on a comment récupérer les fringues, l'arrivée dans l'appartement, et là, on va avoir tout un moment qui est très étrange sur... En fait, le lesbianisme, le fait que la personne narrative, la voix narrative est lesbienne, a été violée par un homme qu'on va évaluer dans toutes ces interrogations, notamment de psy, etc., son rapport aux hommes, qui est donc plutôt inexistant, le paradoxe d'avoir commencé à ramener un homme chez elle, et le fait de ne pas vouloir être violée. Et donc, ici, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de moment de théorisation ou d'auto-saisissement, d'auto-reconstitution qui permettrait de dire ou de comprendre, qui ferait le lien, en fait, entre oh ben moi je pensais qu'on serait juste amis, machin, etc. Tout ça, c'est pas... on va rester sur les traces des fragmentations, ce qui va sur cet ensemble de traces et voilà, d'ensemble fragmenté. Et donc là, c'est à la personne qui est en train de lire de reconstituer ou pas. Et ça, c'est extrêmement déroutant,
mais aussi saisissant là en termes émotionnels. Moi, je trouve que, enfin, moi, ça m'a amené une énorme empathie. Et c'est, je crois, aussi là-dedans, par ces moments, en fait, d'échapper sur le jean qui me va bien, des moments de passé, etc. Toi, ça va étendre le moment de l'interrogatoire. Et d'ailleurs, est-ce que ça finit réellement sur l'interrogatoire? Oui. Mais donc, ça étend la temporalité, ça étend les thèmes qui sont abordés, très concrètement, par des analepses, prolepses, etc. Et ça, c'est avec l'impression d'un esprit un peu vagabond à ce moment-là, et qui fait des liens qui ne sont pas saisissables ou compréhensibles façon justice, mais qui restent par là, enfin qui sont toujours... voilà, qui restent un peu complexes en fait à ce niveau-là. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et c'est assez dur, en fait, aussi à lire à ce niveau-là. Bon, moi, il se trouve que j'ai déposé plainte. J'ai pas été... j'ai eu l'interrogatoire de police, très différent. Mais je n'ai pas eu j'ai été dégagée avant d'avoir les expertises, etc. Et sur une affaire qui était, je crois, très différente. Et en tout cas, qui a été vécue très certainement différemment. Mais en tant que lectrice, avec ce passé-là, je me suis sentie évidemment proche. Et j'ai reconnu plein d'éléments, et je sais pas exactement ce qui se passe quand on les reconnaît pas, mais en tout cas ça amène quelque chose qui est évidemment du côté du témoignage, et c'est très important le témoignage, mais qui va aussi littérairement largement au-delà, mais le témoignage, voilà, le témoignage il peut être littéraire. C'est très important de ne pas dévaloriser le témoignage, parce que le témoignage, il se passe quelque chose quand il y a témoignage. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Et avec littérairement cette espèce de légèreté qui est évoquée dans la citation de Delphine de Vigan en 4e, je la retrouve effectivement. Alors dans ces espèces de coq à l'âne, qui ne sont pas seulement ceux des interrogatoires, mais qui vont aussi être ceux de la personne interrogée, mais peut-être s'interrogeant. Et ça, en fait, globalement, c'est pas que les éléments qui permettraient, on va dire, de contextualiser ces discours sont effacés, c'est qu'ils ne sont pas là. Il ne faut pas dire qu'ils sont effacés, et donc on peut les reconstituer en tant que lecteur, lectrice, lectrice, mais ça n'est qu'une hypothèse. Moi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de vivre, de voir ces discordances et ces hiatus entre les discours, et qu'ils sont des éléments, évidemment, qui disent eux-mêmes ce qui est en train de se passer, et dans une plurisémie ou polysémie ou un ensemble, dans la plurivocité, dans l'ensemble des voix qu'il y a dans le texte, il y a aussi ce qui se passe dans ces hiatus qui va montrer quelque chose de l'ordre de la fragmentation du sujet énonciatif, et qui se passe par cette multidiscursivité. Je deviens super jargonneuse, c'est imbuvable, mais globalement, la personne qui est interrogée, elle est probablement en train de s'interroger elle-même aussi, mais il n'y a pas un ressaisissement, mais comme on l'a, je crois, chez Neige Sino, que je n'ai pas encore lu, comme on l'a dans le Springora, etc., du consentement, c'est-à-dire une voix qui serait en train de dire ce qui se passe pour elle, et voilà, et qui est métadiscursive. On n'a rien de cet ordre-là, et moi, ça me paraît très important. Et ça fait que tout est in medias res, tout semble mis au même niveau. In medias res, c'est qu'on arrive au cœur de l'action, et l'action, elle est cet interrogatoire qui vise à comprendre un événement. Et c'est à peu près aussi, voilà, le saisissement, il se situe à ces deux niveaux-là. Il y a un saisissement de l'interrogation qui essaie de saisir ce qui est insaisissable, mais qui est quand même là. Et voilà. Il y a toute cette constellation de faits et de paroles de la personne qui parle à la première personne et qui est interrogée, comme des événements qui sont vécus et qui sont tout autour d'elle. Et ça amène quelque chose qui, me semble-t-il, est profondément fort, qui, d'un point de vue littéraire, est absolument brillant,
Et je suis pas sûre d'arriver à bien le restituer là. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est dire, il faut le lire. C'est quand même vachement bien. Je vous dis à bientôt.